Elle a longtemps été la fille de son père, Yves. Enfin, elle le demeurera toujours, avec la même humilité. Mais quand il y a 4 ans exactement est survenu un schisme avec BMR, à qui Yves Gagnon avait justement donné ses 3 lettres de noblesse, on a compris que chez les Gagnon, la relève était prête. Même que depuis, le papa s'est retiré, et c'est notre invitée d'aujourd'hui, Geneviève, qui est présidente et qui avance, seule, sans aucune affiliation à une bannière, rencontre avec une Gauloise. Gagnon célèbre ses 50 ans, si mes calculs sont bons, ça a commencé en 1973, en juin, je crois. Vous n'étiez pas là à l'époque? Non, effectivement, je n'y étais pas. Par contre, mon père y était. Donc oui, en juin 1973, mon père a fait l'acquisition du magasin général du village qui appartenait jadis à sa mère et son père. Il a tout de suite transformé le magasin général en quincaillerie et centre de rénovation. Puis pour la suite, ben c'est ça, l'histoire en est la preuve. Et le magasin à Chénéville existe toujours? Pas au même endroit. On a déménagé, agrandi, bâti un plus gros magasin. Mais oui, toujours là avec une belle clientèle établie. Et même, il y a des fonctions administratives qui se passent dans ce petit village d'Outaouais? Oui, tout à fait. Notre centre administratif pour la division de nos quincailleries est à Chénéville. Donc, vous y êtes vous-même encore? Oui, j'habite toujours à Chénéville, en fait. Puis je suis régulièrement à notre succursale de Chénéville. Avez-vous célébré ces 50 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous avez fait? Oui, définitivement. On se le promettait et on a livré. C'est-à-dire que toute l'année, il y a eu des offensives, des activités pour souligner le 50e anniversaire. Le premier critère était qu'il faut que ça soit festif dans nos magasins, mais pour nos employés. C'était important de souligner que le 50e anniversaire, on est là et il existe et on est capable de le fêter grâce à nos employés, grâce à notre équipe. Donc, on a eu des déjeuners, des dîners pizza, on a eu des concours à travers les magasins pour les employés. On a eu au niveau clientèle, chaque circulaire promotion avait un ou des produits à 50%. Avec un look aussi 50e anniversaire, donc un look vintage qui a été développé par notre équipe à l'interne, un logo pour notre 50e anniversaire. Donc, il y a eu tout excusez l'anglicisme, un branding associé à notre 50e anniversaire. Donc, 50% pour référer aux 50 ans. Exactement. Donc, on peut espérer avoir 75% de rabais chez vous dans 25 ans? On verra. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Sinon, ben, le mois de 50e, c'est le mois de juin. Hein? Donc, en juin, ça a été le point culminant de l'année au niveau festivités pour la clientèle et pour les employés. Pour la clientèle, notamment, on a eu différents concours qui totalisaient plus de 15 000 de prix à gagner, dont 10 000 à dépenser en magasin. Sinon, oui, on a eu un concours gagne ta toiture chez la clientèle et on a fêté le 2 décembre dernier la fin, ou en tout cas pour clore notre 50e anniversaire, on a fait un gala 50e anniversaire à Montréal, à la grande salle de bal au marché Bon Secours, avec tous nos employés. On était plus de 325 et ça a été animé par Rita Baga et Guy Mongrain avec un spectacle d'humour de Dominique Paquet. Donc, à travers l'année, on a fait des activités comme ça pour souligner notre 50e anniversaire. Sur 50 ans, il doit y avoir quelques moments, quelques dates. En anglais, on pourrait parler de milestones, donc des étapes phares. Parlez-nous de quelques moments que vous savez qui ont été importants dans cette longue histoire. Oui, il y a eu quelques moments marquants dans notre histoire, dans notre évolution au niveau des quincailleries, des centres de rénovation. Mon père s'est banniéré, a adhéré à la bannière Rona pour les 7 premières années de son histoire en centre de rénovation pour ensuite devenir BMR pour environ 35 ans. Fait que c'est sûr que c'est des passages qui ont marqué notre évolution. Et puis, l'autre, disons, le dernier date marquante, c'est le 1er janvier 2020 où on a fait le choix de devenir indépendant. Regrettez-vous ce choix? Parce que les gens nous disaient, ils ne pourront pas durer sans affiliation, c'est impossible. Mais là, finalement, ça fait 4 ans de ça, et vous semblez plus qu'en survie, vous semblez évoluer. C'est le nom d'ailleurs de votre entreprise, on va en parler dans un instant. Alors, vous ne regrettez pas, puis les choses vont plutôt bien. Oui, tout à fait. En fait, on s'en sort très bien, comme on peut le constater, j'imagine, même de l'externe. Vous savez, en affaires, peu importe notre domaine, on travaille tous fort, puis ce qu'on dégage se ressent. Ça ressent auprès de notre clientèle, mais aussi auprès de nos employés, auprès de nos fournisseurs.
on se devait de respecter nos valeurs, nos principes, puis de devenir indépendant. C'est ce que ça nous permet. Ça nous permet de mettre de l'avant notre propre couleur, puis j'oserais dire notre saveur, hein, Ouais. et de prendre des décisions, prendre des actions vraiment connecter directement avec qui on est, mais aussi avec notre clientèle, nos employés et nos fournisseurs. Donc, quand vous prenez des bonnes décisions, vous pouvez dire que vous allez avoir tout le crédit, mais quand il arrive des erreurs, comme dans toute prise de décision en affaires, des fois on se trompe, au moins cette fois, vous ne pouvez pas blâmer un autre groupe, un siège social quelque part, vous n'avez à blâmer que vous-même. Tout à fait. Ce qui a ses avantages, c'est qu'on peut également réparer immédiatement notre erreur ou réaligner le tir lorsque nécessaire, plus rapidement. Est-ce que vous diriez que c'est fait pour tout le monde, de voler de ses propres ailes? J'imagine que non. Par contre, c'est fait pour le marchand, le détaillant qui, bon, encore là, je vais me répéter, mais qui veut rester connecté à son milieu pour être beaucoup plus agile. On est très agile en tant qu'indépendant. On s'adapte rapidement, on s'adapte beaucoup plus facilement. Puis, pour parler de notre expérience, ça a permis pour nous de faire en sorte que l'équipe adhère à notre projet. Ils se sentent partie intégrante du projet d'évoluer, de performer en tant qu'indépendant. Ça prend une équipe, comme je disais, qui adhère, mais ça prend aussi une équipe, il faut être organisé. Ça prend une équipe marketing, ça prend une équipe au niveau des achats. C'est pas la voie la plus facile, mais c'est une voie franchement intéressante. J'ai parlé avec beaucoup de fournisseurs avant notre entretien d'aujourd'hui, et sans que personne, je leur demande de me révéler des secrets, encore moins des chiffres, ils vous font des bons prix parce qu'ils vous aiment bien. Donc, d'un côté, on a le pouvoir d'achat de faire partie d'un grand groupe, mais de l'autre côté, il y a des affinités, il y a des relations, je dirais presque amicales qui se créent au fil du temps, qui fait que vous avez peut-être pas tant perdu que ça. Bien, premièrement, je peux vous confirmer qu'on n'a pas perdu. Deuxièmement, oui, vous parlez d'amitié. Oui, moi, je dirais plus une question de respect. On a toujours protégé nos ententes avec les fournisseurs, donc protéger nos fournisseurs. On a toujours respecté nos fournisseurs et donc nos fournisseurs nous le retournent fois deux au niveau du respect. Nous, on est des gens de relations de long terme basés sur le respect. Le groupe possède et opère 5 magasins qui sont situés un peu partout. Comment ça a pu arriver? Puisque en école de commerce, on se dit, on va y aller par grappe, logique, géographique. Comment c'est arrivé, ces opportunités? Puis en fait, la deuxième question est plus importante encore. Y a-t-il des projets d'avoir d'autres points de vente? Bon, première question. Pourquoi être un peu partout au Québec? Opportunité d'affaires et de un, mais surtout lien avec les gens. Le fameux fit, le coup de cœur pour les équipes en place lorsque certaines opportunités nous ont été présentées dans les années passées. Si on croit aux gens qui sont là, puis on croit au marché local de cet endroit-là, ben go, on y va. Pour ce qui est des opportunités, est-ce qu'il y en a? Il y en a définitivement. Est-ce qu'il va y en avoir qui vont se concrétiser dans les prochains mois? L'avenir nous le dira, mais il y a beaucoup d'opportunités présentement dans le marché. Moi, ce que je remarque depuis la dernière décennie, c'est la création de petits groupes régionaux qui, en fait, le binôme un marchand, un point de vente semble sans avenir. Pensez-vous que c'est une tendance lourde puis qu'on va continuer d'assister à un phénomène, pas de consolidation à l'échelle nationale ou provinciale, mais des marchands qui décident d'avoir un deuxième, un troisième, un quatrième point de vente? La concentration demande la concentration. Je m'explique. Les gros joueurs font l'acquisition de d'autres moyens, plus petits, gros joueurs. Donc, nous, en tant qu'indépendants, oui, multisuccursales, mais quand même, on se doit de s'assurer un certain volume pour s'assurer de rester compétitif, puis bien performer dans le marché de concentration que l'on connaît aujourd'hui. Vous parlez de volume d'achat. Est-ce que c'est cette raison qui vous a amené aussi à créer un bras de distribution qui s'appelle Évolution Distribution? C'est un peu le même objectif, c'est d'avoir un peu plus de bargaining power.
Oui, au niveau du volume, mais aussi au niveau des services. Évolution Distribution est d'abord et avant tout là pour offrir des services. À d'autres marchands indépendants. À d'autres marchands indépendants, exactement. Donc, services d'achat, bien entendu. Oui, de négociation groupée. Service marketing, service technologie de l'information. Donc, à la base, c'est de dire, ben, écoutez, on est là, on a des services, on a un centre de distribution avec des produits, des A, des B disponibles à l'achat. Puis, c'est ça, venez vous servir de ce dont vous avez besoin. Ça a commencé quand, Évolution Distribution? Où en êtes-vous maintenant? Et puis, quel est le plan de match? Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler? Évolution Distribution a démarré au printemps 2020. Donc, suite à ce que, on devienne indépendant au 1er janvier 2020, on devait s'organiser. On avait besoin de développer un programme de circulaire promotionnel, faire des achats évidemment, et s'organiser au niveau technologie de l'information, donc site web transactionnel, etc. Donc, ce qu'on a fait chez Évolution, c'est qu'on s'est monté une équipe et je le dis tout le temps, c'est la meilleure de l'industrie, pour justement offrir ces services-là, non seulement pour nos magasins Gagnon, mais pour d'autres marchands indépendants qui peut-être seuls, on en parlait tout à l'heure, ça serait peut-être un peu difficile, mais en offrant des services pour personnaliser pour chacun d'entre eux, ça devient possible de survivre et de vivre, de bien vivre en tant qu'indépendant. Vous voulez accueillir d'autres marchands ou vous êtes satisfait de ce groupe-là? On est toujours ouvert à accueillir d'autres marchands. D'ailleurs, on a beaucoup de demandes. Hein, ça serait... c'est un secret de polichinelle. Mais par contre, nous, ce qu'on s'est juré quand on a commencé ça en mai 2020, là, pour être plus précise, c'est que les gens avec qui on va s'associer, ils adhèrent aux mêmes valeurs que notre groupe qu'on est. Donc, vous ne voulez pas grandir pour grandir. Exactement. Ça ne sera pas à n'importe quel prix. Ça ne sera pas tout à fait grandir pour grandir. Il faudra que ça soit les mêmes valeurs pour continuer à avoir du fun, parce que c'est important. Dans un tout autre ordre d'idée, vous gérez aussi une entreprise de fabrication. Alors, il faut revenir dans le passé. Il y avait la compagnie que tout le monde connaissait sous le nom de Cotte, K-O-T-T. Oui, donc Matériaux Cotte, comme vous le dites, était dans le fond basé à Boisbriand, Ottawa et Toronto. Oui. Donc, il y avait la division ontarienne, la division Québec. J'ai fait l'acquisition de la division Québec de Matériaux Cotte. Mais j'avais déjà à ce moment-là la compagnie qu'on appelle Évolution Structure, qui était située à ce moment-là à Saint-André-Avelin, une petite usine qui fabriquait seulement des fermes de toit. Évolution Structure est partie en 2010. Okay? Le désir à ce moment-là était de pouvoir avoir plus de flexibilité au niveau du service à nos clients pour tout ce qui était, à ce moment-là, c'est des fermes de toit. Avec l'acquisition de Matériaux Cotte à Boisbriand, on s'est ouvert à les murs préfabriqués et la poutrelle de plancher. Donc, présentement, on fabrique les 3 composantes. En plus de ça, on a une très grande, portion de notre volume qui est de la distribution de matériaux de construction. Mm-hmm. Maintenant, on n'est plus juste à Boisbriand et Saint-André-Avelin. On a également une usine à Sainte-Brigitte d'Iberville sur la rive sud de Montréal. C'est sûr que ça nous a fait passer de joueurs locaux à joueurs vraiment provinciaux. On se situe, là, pour vous donner une idée au niveau du volume, dans les 5 plus gros fabricants au Québec. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque ça a commencé il y a 50 ans, vous n'étiez pas là, mais est-ce que vous étiez prédestiné à prendre la relève de votre père? Parlez-nous un petit peu là, de quand vous étiez petite, quand vous étiez adolescente. Est-ce que vous aviez l'âme d'une commerçante puis d'une femme d'affaires aussi jeune? J'ai fait un bac en gestion financière internationale. Ouais. Je suis allée travailler à l'étranger. J'ai fait des mandats à l'étranger, notamment pour le gouvernement, les ministères des Affaires étrangères. Okay. J'ai fait une mission commerciale en Afrique du Sud. J'ai travaillé en Tunisie. J'ai étudié une partie de mon bac au Danemark. Okay. Donc, moi, c'était clair. J'allais habiter à l'étranger, travailler à l'étranger, jusqu'à ce que j'aie une expérience plutôt difficile lorsque j'ai travaillé en Tunisie. Et quand je suis revenue, ça m'a pris quelques mois à m'en remettre. Puis, mon père, que l'on connaît bien, avec toute sa fougue et sa détermination, a ouvert la lumière dans ma chambre et a dit, là, tu te lèves et tu t'en vas travailler. Puis, il m'a offert un mandat de redressement dans un de ses propres magasins. Puis, c'est comme ça que ça a commencé.
Oui. Pour moi dans l'entreprise. Donc, cette idée de l'international, de la coopération, tout ça, il y a une page qui a été tournée à un moment donné, mais est-ce que vous vous intéressez toujours à l'actualité, à ce qui se passe dans le reste du monde? Ça a été vraiment momentané, parce que ce qu'il faut dire, c'est que je suis née littéralement dans la cour à bois. Oui. Hein? J'étais une enfant turbulente. Ils ont dû ériger une clôture entre la maison et la cour à bois parce que j'étais toujours rendue là. Et à un âge que je ne peux dire, j'ai commencé à travailler dans le commerce de Chénéville. Mais bon, vous m'ouvrez une porte. Il y a d'autres membres de la famille quand même qui sont impliqués dans l'entrepreneuriat, puisque la famille Gagnon, vous avez aussi un pied dans l'agriculture. Parlez-nous-en un tout petit peu. Oui, tout à fait. Donc, après avoir érigé la clôture entre la maison et la cour à bois, on a déménagé sur une ferme. Oui. Puis oui, donc le plus jeune chez nous est le gérant, le responsable de la ferme. Puis ce qu'on fait, c'est de la génétique. Donc, c'est que du pur sang. On fait de la semence de taureau. Qu'on vend et qu'on exporte partout dans le monde. Je suis pareil, je suis taureau. Embryon. Moi, je suis poisson. OK. Geneviève, vous avez travaillé avec votre papa et maintenant, il est à la retraite. Pouvez-vous nous dire quelles qualités, mais aussi, j'ai le goût de vous demander quels défauts vous avez hérités de lui que vous trouvez qui sont utiles pour être à la tête d'une si grande entreprise? On se ressemble beaucoup en passant. On a beaucoup d'instinct. Je suis convaincue que ça lui a servi, que ça m'a beaucoup servi jusqu'à présent dans l'évolution des différentes entreprises, dans ma carrière. Donc, c'est sûr qu'on est des gens très tenaces et on est des gens qui avons des valeurs et des principes très ancrés, quelquefois peut-être un peu trop ancrés, ce qui crée des fois des défis. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez hérité d'autres choses. Ah oui? Sa générosité. C'est-à-dire que, oui, il est féroce en affaires, mais il a toujours été là pour des causes qui lui tenaient à cœur. Vous avez vos propres causes. Pourquoi vous êtes impliqué dans les soins pédiatriques? Pourquoi vous êtes impliqué dans les soins palliatifs? Puis pourquoi vous voulez aussi jouer un rôle dans la promotion de l'activité physique? Bien, en fait, vous avez raison. Mes parents, ma famille est une famille très généreuse. On a été élevés là-dedans, c'est-à-dire, quand on peut, faisons ce qu'on peut, aidons les gens alentour de nous. Donc, alors, pourquoi les soins pédiatriques? La petite histoire est que ma sœur est médecin et elle a fondé un centre de pédiatrie sociale, Cœur des Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts, qui couvre l'ensemble des Hautes-Laurentides. Soins palliatifs, c'est tellement une cause noble, sensible, tabou, de moins en moins par contre. Pour offrir cette sérénité-là en fin de vie, oui à la personne en fin de vie, mais aussi à son entourage. Donc, c'est vraiment une cause qui nous touche énormément. Donc, c'est là pourquoi on s'implique à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'activité physique chez les enfants, on est impliqué au niveau de toutes les associations de soccer régionales, locales, hockey mineur. Les enfants, c'est notre avenir. Nous, on a un petit slogan chez nous qui dit « pour les générations qui poussent ». Hein? Si nos générations qui poussent sont en santé, oui, physiquement, mais aussi, si le physique va bien, habituellement, ça peut aider. Oui, exactement. Est-ce qu'il vous reste du temps à vous? Est-ce qu'il en resterait? Non. Est-ce qu'on s'organise pour qu'il en reste? Oui. Je pense que c'est important. L'équilibre, c'est dans tout. Notamment, on est des skieurs. Hein? On a nos passes annuelles à tous les dimanches. C'est une journée sacrée. Nous, c'est un dimanche en famille, en ski, tous les week-ends de l'année. C'est pour ça que vous êtes fermés les dimanches? Pour faire du ski? Ça aide. Non, ça, c'est pour le bien-être de nos employés. Excellent. Qu'est-ce qu'une compagnie comme Gagnon attend d'une association comme la nôtre, LACMAT? Si on parle présentement, dans le contexte économique actuel, LACMAT aurait tout avantage à nous aider, c'est-à-dire faire des pressions, faire du lobbying au niveau, que ce soit l'accessibilité au logement, la construction, peut-être des subventions, des programmes. Donc ça nous aiderait énormément. Puis dans un contexte actuel, d'autant plus. Geneviève Gagnon, merci beaucoup pour cet entretien, mais on sent que c'est pas fini après 50 ans. Vous continuez d'être en évolution, c'est le cas de le dire. À très bientôt. Merci, à bientôt.